Et bonjour et bienvenue à notre 8e événement annuel, la Semaine du respect sur le lieu de travail. Je voudrais commencer par reconnaître que la terre sur laquelle nous nous rassemblons est le territoire traditionnel non cédé des peuples Wolastoqey et Mi'kmaq. Ce territoire est couvert par les traités de paix et d'amitié que les Wolastoqey et les Mi'kmaq ont signés pour la première fois avec la couronne britannique en 1725. Les traités ne traitaient pas de la cession des terres et de ressources, mais reconnaissaient en fait que les Mi'kmaq et Wolastoqey a établi les règles et qu'il devait être une relation continue entre les nations. Maintenant qu'on a commencé notre session, je voulais juste faire rappel aux participants. I would like to remind the participants that there is simultaneous translation available today. If you've never used that on Zoom before and you're looking to listen to the presentation in English, please go to the globe or the interpretation button at the bottom of your Zoom screen, and you can select the language of your choice for listening. Alors, pour tout le monde encore, je viens juste expliquer les directives pour comment accéder à l'interprétation simultanée aujourd'hui. Notre séance d'aujourd'hui sera livrée en français. Alors, je m'appelle Angela Léger. Je suis praticienne en gestion de conflits avec le ministère de Défense nationale. Et je suis aussi une représentante communautaire avec l'équipe chargée de la violence et des abus sur le lieu de travail. Je suis très heureuse de vous accueillir au nom de notre équipe. L'équipe de recherche sur la violence et les abus sur le lieu de travail est une équipe de bénévoles du Centre Muriel McQueen Ferguson pour la recherche sur la violence familiale. Notre objectif est de comprendre, de prévenir et de traiter les problèmes de violence et d'abus sur le lieu de travail. L'un des principaux atouts de l'équipe est qu'elle est composée d'universitaires, de professionnels, de membres du gouvernement et de la communauté qui se passionnent pour cette question. Depuis 14 ans, notre équipe travaille avec la province du Nouveau-Brunswick pour que la semaine de la fête du travail soit déclarée. La semaine du respect sur les lieux de travail. Je tiens à souligner que cela n'a pas été possible cette année en raison des élections. Toutefois, cette année, comme par le passé, des déclarations en faveur de la semaine du respect en milieu de travail ont été faites par la ville de Fredericton, l'Université du Nouveau-Brunswick et d'autres organisations. Au cours des 8 dernières années, nous avons vu notre manifestation annuelle prendre une ampleur considérable. La première année, nous avons organisé une seule présentation à laquelle ont assisté 12 personnes. Cette année, au-delà de 300 participants se sont inscrits à notre série de webinaires. Je pense que cet intérêt témoigne de la pertinence et de l'importance des sujets dans notre contexte social actuel. Et c'est pourquoi le thème de cette année est le lieu de travail en évolution. Nous sommes très reconnaissants à nos contributeurs financiers et en nature qui ont rendu cet événement possible. Nous tenons à les remercier. Alors, Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick, Conseil du Trésor du gouvernement du Nouveau-Brunswick, Direction générale de l'égalité des femmes,
et éducation postsecondaire, formation et travail. Le département des ressources humaines de l'Université du Nouveau-Brunswick, Day Kelly et associés, Nicole Smith, Conflict Management. Grâce à leur soutien financier et les contributions en nature, nous sommes en mesure de faire en sorte que cet événement reste gratuit pour les participants. Le webinaire sera enregistré, alors s'il vous plaît, gage votre participation comme vous serez confortable. Excusez-moi, la technologie. OK. Nous tenons également à remercier nos interprètes aujourd'hui et bien sûr l'orateur d'aujourd'hui, Silka Brabander, qui nous parlera de la violence conjugale ou entre partenaires intimes. C'est votre affaire. Alors, comme tel, je vais vous partager la biographie de Silka. Silka Brabander est conseillère principale en politique et en programme en matière de la violence faite aux femmes avec la direction de l'égalité des femmes du bureau du conseil exécutif au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Silka est aussi la présidente du comité sur la violence conjugale ou entre partenaires intimes en milieu de travail. Une équipe de recherche du Centre Muriel McQueen Ferguson pour la recherche sur la violence familiale et nous présente aujourd'hui sur le travail de cette équipe. Silka parle couramment le français, l'anglais et l'espagnol et possède plus de 15 ans d'expérience de travail et de recherche en égalité des sexes et en violence faite aux femmes. Originaire de Montréal, elle détient un bac et une maîtrise en sciences politiques de l'Université du Nouveau-Brunswick, axée sur l'exploitation des femmes à l'échelle mondiale. Elle a acquis de l'expérience professionnelle en engagement communautaire, gestion de projets et analyse des politiques en travail dans le secteur non lucratif, ainsi que pour le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Alors, un gros merci à Silka aujourd'hui et juste une couple d'autres notes. S'il y a des personnes qui viennent juste de brancher au Zoom, c'est enregistré aujourd'hui, alors on vous demande de participer comme vous êtes confortable. Et comme ça, je vais passer la parole à Silka. Merci. Merci, Angela. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK. Alors, je peux partager mon écran maintenant? OK, je vais essayer de partager. Alors, vous pouvez voir mon écran maintenant, les diapos? Oui, je le vois bien et j'espère que les participants aussi. Parfait. Et Angela, si jamais il y a des questions, je pense que les participants peuvent les mettre dans la fonction chat. Et est-ce que tu pourrais peut-être les lire à la fin de la présentation, Angela, ou les surveiller un petit peu? Oui, j'apprécie ça. C'est une bonne chose. C'est quelque chose que j'ai manqué de mentionner aux participants. Alors, vers la fin, certainement, il y aura une temps pour demander des questions à Silka. Merci. Parfait, merci. Et puis, j'ai essayé de mettre ma vidéo, mais ça ne marchait pas en même temps que ma présentation. Je ne pouvais pas avoir accès à mes notes. Alors, désolée, mais je mettrai ma vidéo à la fin de la présentation pour les questions.
Alors, merci Angela. Bonjour tout le monde. Comme déjà dit, je m'appelle Silke Brabander et je suis actuellement présidente du comité du Nouveau-Brunswick sur la violence conjugale ou entre partenaires intimes en milieu de travail. Et Angela venait de nous donner une petite introduction ou une reconnaissance des territoires où on se trouve en ce moment. Et je vous encourage tous et toutes à refléter sur les rapports, les relations coloniales avec les Premières Nations qui ont formé et qui forment toujours nos vies et les territoires sur lesquels nous vivons. Et juste de continuer à penser à ça, à refléter à ce sujet pendant la présentation aussi. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une trousse d'outils qui a été élaborée pour aider les milieux de travail à traiter de la violence conjugale lorsque celle-ci s'infiltre dans le milieu de travail, ce qui arrive beaucoup plus souvent qu'on pense. Je vous présenterai donc la trousse d'outils et quelques-unes de ses composantes, des thèmes principaux, et je vous ferai savoir comment obtenir de la formation plus approfondie dans la matière. Alors moi, je représente sur ce comité la Direction de l'égalité des femmes qui relève du bureau du Conseil exécutif avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Mais le comité bénévole est toutefois composé de nombreux membres, de nombreuses entreprises, de représentants du gouvernement et de partenaires communautaires. Notamment ce que vous voyez ici dans cette diapo. Alors, les activités de ce comité sans but lucratif découlent du travail de la Dr. Joy Mighty il y a quelques années et de l'équipe originale de recherche du Centre Muriel McQueen-Ferguson pour la recherche sur la violence familiale, datant de la fin des années 1990, intitulée « La violence familiale et le milieu de travail ». Alors, c'est une autre équipe que celle dont Angela a mentionné, ainsi que leur recherche inédite et inspirante sur ce sujet à cette époque, dans les années 1990. Ils ont commencé à discuter activement de la possibilité d'élaborer un projet éducatif axé sur le milieu de travail approximativement en 2001. Une trousse d'outils pour les employeurs et les employés qui serait gérée, distribuée et promue par un comité composé de partenaires dévoués du gouvernement, de la communauté, du secteur commercial et de l'enseignement postsecondaire a donc été créée. La première version de la trousse d'outils a été créée en 2003 et c'était le premier au Canada. En 2019, nous avons rajeuni l'ancienne version de la trousse et du site web, actualisé les renseignements qu'ils renferment et changé leur image. Le travail associé au lancement de la nouvelle version n'aurait pas été possible sans les membres représentant les organisations qui figurent sur la diapo devant vous, donc de l'Université du Nouveau-Brunswick, y compris le Bureau des droits de la personne et de l'environnement positif, les services aux étudiants, les étudiantes de cycle supérieur et le Centre Muriel McQueen-Ferguson. On a aussi la Fondation Ferguson, Énergie Nouveau-Brunswick, le Syndicat du Nouveau-Brunswick, Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick, le Service public d'éducation et d'information juridique du Nouveau-Brunswick, la CBDC à Campbellton-Restigouche, et enfin des représentants des ministères du gouvernement du Nouveau-Brunswick, notamment le ministère des Finances et Conseil du Trésor, l'éducation postsecondaire, formation et travail et la direction de l'égalité des femmes. Et tout ça juste simplement pour vous donner une idée des parties intéressées à reconnaître la violence conjugale comme étant un problème à aborder en milieu de travail. Alors voici l'ancienne version de la trousse, si jamais vous l'avez vue au cours des années. Très, très vieux, vert, bleu et jaune, et ça a duré des années, mais enfin, on l'a donné un tout nouveau look, comme vous voyez ici. Alors, on a le site web et la trousse elle-même est maintenant de couleur mauve, ce qui est la couleur principale de la violence conjugale. Une note sur la terminologie qu'on a aussi changée. Nous sommes passés de violence familiale à la violence conjugale et entre partenaires intimes pour tenir compte des changements terminologiques apportés par les milieux universitaires et législatifs au cours des années à mesure que nous commençons à comprendre un peu mieux le problème. Et pour refléter aussi un petit peu plus exactement le travail qu'on accomplit essentiellement qui ne comprend pas la violence envers les enfants ni la maltraitance envers les aînés, même si elles sont semblables dans la façon d'être abordées si jamais elles sont présentes en milieu de travail. Ainsi, le site web a un tout nouveau look, mais la même adresse, donc troussenb.ca.
On a ajouté une page Facebook cette année et une page Twitter. Et dès la semaine passée, une page LinkedIn pour attirer l'attention du secteur d'emploi. Alors, le comité a apporté des précisions sur sa formation et sa trousse d'outils originale. Les puces, les points que vous voyez devant vous sont des fiches de renseignements qui existaient déjà dans la trousse. Et les puces que vous verrez apparaître ici en gras désigneront les nouveaux thèmes inclus dans les fiches de renseignement de la trousse actualisée l'année passée. Par exemple, une fiche qu'on a rajoutée pour être un peu plus inclusif, ainsi la fiche de renseignement « Respecter la diversité des employés » couvre les thèmes de la conscience des vulnérabilités accrues de la violence intersectionnelle pour les femmes, les personnes de la communauté 2S LGBTQIA, ou c'est-à-dire bispirituel LGBTQIA. Et j'utilise le terme singulier « la communauté » à la légère, puisque nous savons tous que les personnes bispirituelles ou LGBTQIA n'appartiennent pas à une communauté homogène, n'ont pas une identité uniforme. En plus, pour les personnes en situation de handicap, les personnes immigrantes, réfugiées et les nouveaux arrivants, les personnes racialisées, les personnes autochtones et les personnes confrontées à des obstacles financiers. Dans ce même esprit, nous avons inclus un tableau d'hypothèses formulé lorsqu'on adopte une approche universelle pour traiter de la violence conjugale par rapport à une approche adaptée et réactive. On a aussi fait des changements pour refléter le respect des droits de confidentialité et de la protection des renseignements personnels des employés qui peuvent être victimes de violences, tout en assurant la sécurité de tous vos employés et en respectant la loi et vos obligations légales. On a pris compte aussi de la nécessité d'informer des employeurs à mieux tenir compte des événements traumatisants pour leurs employés qui seraient victimes. Et dans cette fiche de renseignement, on explique qu'on ne s'attend pas à ce que les employeurs deviennent des conseillers ou des thérapeutes quand même, mais on formule des recommandations sur la façon d'aborder une employée qui peut être victime de violences et on offre des conseils tenant compte des événements traumatisants pour engager des conversations avec cette personne. On espère aussi aider les employeurs à comprendre pourquoi certains employés peuvent, soi-disant, réagir drôlement à certaines choses ou peuvent soudainement changer d'attitude, par exemple arriver en retard au travail ou manquer des quarts de travail, et comment intervenir de manière sensible plutôt que punitive, puisque ces personnes vivent déjà des moments difficiles dans leur vie et que leur milieu de travail est peut-être le seul endroit sûr ou refuge, soi-disant, pour elles en ce moment, autant physiquement que mentalement. Et finalement, dans cette nouvelle version, on a inclus certaines mesures qu'un employeur peut prendre s'il ou elle traite avec un membre de son personnel qu'il soupçonne d'être violent avec son partenaire. Parce qu'on doit non seulement comprendre comment intervenir auprès des victimes de violences, mais aussi comment intervenir auprès des agresseurs, ou si on préfère, les personnes qui ont des comportements violents ou manipulateurs ou des accès colériques. C'est l'aspect du casse-tête qu'on ne peut plus ignorer. Par exemple, si un agresseur utilise des ressources en milieu de travail pour agresser, surveiller ou traquer sa victime, l'employeur ne peut pas faciliter ni ignorer une telle situation. Parallèlement, comme l'employeur met souvent des ressources à la disposition des victimes, par exemple un programme d'aide aux employés, il en existe aussi pour les agresseurs qui auraient avantage à parler avec quelqu'un et obtenir de l'aide pour leur comportement. Par ailleurs, juste le fait de renvoyer son employé qu'on soupçonne d'être violent ne résout pas nécessairement le problème. Au contraire, ça peut mener à une intensification de la violence envers la victime. Bon, de plus, en ce qui concerne la version originale des fiches de renseignement, on a aussi fait de nombreuses mises à jour, notamment en y intégrant de nouvelles études et statistiques fondées sur les connaissances accrues sur le sujet, ainsi que des modifications législatives qu'il est important de noter. Par exemple, en 2018, une nouvelle mesure est entrée en vigueur en vertu de la loi sur les normes d'emploi du Nouveau-Brunswick, qui exige que les employeurs offrent certains congés à leurs employés qui ont été touchés par la violence conjugale entre un partenaire intime ou la violence sexuelle. Ainsi, les employeurs doivent connaître les facteurs de risque, les signes et les mesures appropriées à prendre face à ces types de violences.
En outre, les changements réglementaires qui traitent la violence et le harcèlement comme des risques pour la santé et la sécurité en milieu de travail sont entrés en vigueur le 1er avril 2019 et les employeurs doivent maintenant effectuer les évaluations des risques nécessaires ainsi que mettre en place les politiques et procédures pour y répondre. Et à noter que les évaluations des risques liés à la violence en milieu de travail doivent maintenant inclure la possibilité que la violence conjugale, la violence entre partenaires intimes ou la violence sexuelle entre ou nuise au milieu de travail. Enfin, nous avons aussi actualisé notre terminologie de sorte qu'elle soit un peu moins genrée et plus inclusive parce que même si Statistique Canada estime qu'environ 80% des victimes de violences conjugales sont des femmes, chaque année depuis les 15 dernières années, ces statistiques ne tiennent habituellement pas compte des taux élevés de violence et de la gravité de la violence dont sont victimes les personnes bispirituelles ou LGBTQIA. Selon des recherches, notamment une étude citée par le Center for Research and Education on Violence Against Women and Children de l'Ontario, les personnes transgenres sont 2 fois plus susceptibles de déclarer être victimes de violences conjugales comparativement à leurs homologues cisgenres. De plus, les taux de violence entre partenaires intimes chez les femmes qui se déclarent gays, lesbiennes ou bisexuelles étaient 5 fois plus élevés que celles qui se déclarent hétérosexuelles. D'autres recherches, par exemple, une étude que Calgary Pride vient de citer récemment, indique qu'au moins une personne sur 3 qui entretient une relation 2S LGBTQ sera victime de violences conjugales, ce qui représente une incidence et un taux à peu près semblable à celui des femmes hétérosexuelles cisgenres, donc une femme sur 3. Et en plus, nous savons que la violence conjugale dans les relations 2S LGBTQ peut comprendre des formes de contrôle et des caractéristiques uniques qui sont issues de leur expérience unique, comme par exemple la divulgation involontaire, le non-respect des pronoms privilégiés, l'atteinte à l'identité des personnes allosexuelles ou transsexuelles, etc. Et ceci peut être intensifié par des fournisseurs de services ou des personnes bien intentionnées dans leur cercle, comme par exemple des employeurs ou des collègues, qui peuvent faire des faux pas et ainsi les faire sentir plus vulnérables et moins susceptibles de demander de l'aide. Donc, il est important, lorsqu'on intervient auprès des personnes 2S LGBTQIA, de ne pas supposer que son partenaire est un « il » si la victime est une femme, par exemple, ou de ne pas supposer qu'elles sont mariées, de ne pas supposer qu'ils ne peuvent pas être victimes parce que ce sont des hommes, etc. Vous allez remarquer donc que d'autres solutions de langage ont été utilisées dans la trousse d'outils plutôt que de continuer à favoriser la dichotomie constante de « il » ou « elle » pour agresseur ou victime, que nous avons toujours tendance à voir. Cependant, on ne vise pas à exclure le déséquilibre entre les genres et le fait que les personnes qui ont recours à la violence physique grave et qui commettent des homicides conjugaux, par exemple, ont principalement tendance à être des hommes cisgenres. Bon, alors pourquoi aborder les enjeux de la violence conjugale et ses répercussions sur le milieu de travail? Eh bien, la violence conjugale, c'est un des éléments déclencheurs les plus importants de la violence globale en milieu de travail. Les agresseurs savent où et quand trouver leurs victimes. Et les membres de famille, les collègues et les professionnels de première ligne possèdent souvent des renseignements cruciaux. Une étude a été conduite en Ontario qui a révélé que 33% des collègues de travail savent quelque chose. Ce sont parfois les premiers à remarquer que quelque chose ne va pas, par exemple, si son collègue arrive en retard ou agit différemment ou a des ecchymoses, des bleus, ou à l'entendre directement de la part du collègue de travail ou à l'entendre par hasard, par exemple, des conversations entre un collègue et son partenaire violent qui le surveille de la maison. Et en plus, 65% des amis sont au courant de quelque chose. Alors, si vous êtes amis avec vos collègues de travail, ce qui est courant ici, il y a fort à parier que vous savez quelque chose, même si c'est quelque chose de subtil, ou vous avez vu certains signes, mais vous ne saviez pas peut-être quoi faire, ou vous n'étiez pas certain de qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que ça signifiait exactement. Et le SAE que vous voyez ici en passant, c'est la Société d'aide à l'enfance en Ontario.
Alors, pourquoi aborder les enjeux de la violence conjugale et ses répercussions sur le milieu de travail? Parce qu'une travailleuse ou un travailleur sur 3 a déjà fait l'objet de violences conjugales et dans bien des cas, la violence l'a suivi au travail. Il arrive que souvent, les agresseurs empêchent les victimes de se rendre au travail, ce qui entraîne des retards ou des absences. Et les agresseurs peuvent en outre communiquer excessivement par téléphone, par courriel, par texto avec les victimes pendant qu'elles sont au travail. Et ils peuvent se rendre sur les lieux de travail des victimes pour les traquer. Et tout ça, ça vient du site web du Congrès du travail du Canada qui dispose d'un grand nombre d'excellentes ressources sur la question. Et ils ont fait une vaste étude globale au Canada avec le Centre de l'Ontario, Centre for Research and Education on Violence Against Women and Children. Ils ont découvert aussi que plus de 80% des victimes de violences conjugales indiquent que celles-ci nuisent à leur rendement au travail. Leur absence et leur faible rendement peuvent exposer les victimes à des sanctions disciplinaires et certaines perdent leur emploi. Donc, il est important de considérer qu'une personne victime de violence qui perd son emploi peut demeurer dans cette situation de violence parce que justement, elle perd son indépendance financière et elle doit s'appuyer sur son partenaire violent. Toutefois, une personne ayant des comportements violents qui perd son emploi peut intensifier son recours à la violence puisqu'elle est soumise à d'autres pressions maintenant. Donc, il est important de ne pas prendre de mesures punitives dans la mesure du possible. Dans un cas comme dans l'autre, si vous êtes employeur et que vous essayez plutôt de modifier des comportements liés au milieu de travail. Bon, maintenant, juste pour passer 1 minute sur les milieux de travail en ce moment, avec la situation dont on se trouve grâce à la COVID-19. Quelle incidence a pu avoir cette situation de l'état d'urgence sur la problématique de la violence conjugale, pensez-vous? Est-ce que les personnes victimes de violence sont-elles plus en sécurité parce qu'elles travaillent maintenant à partir de chez elles ou qu'elles sont chez elles car elles n'ont plus d'emploi? L'agresseur a-t-il cessé de harceler sa victime? Ou en d'autres mots, la violence a-t-elle cessé juste parce qu'on ne la voit plus? Alors non, la situation est plus dangereuse. Donc, il est encore plus important que les employeurs et les collègues fassent le point. Si elles ont perdu leur emploi ou qu'elles travaillent à partir de leur domicile, elles sont probablement maintenant coincées à la maison toute la journée avec leur agresseur, sans avoir la possibilité de faire un appel ou sans qu'on les surveille ou on les écoute, ou sans pouvoir demander de l'aide ou se mettre en lieu sûr. L'agresseur peut retracer leur activité sur Internet, tandis qu'avant, elles pouvaient peut-être utiliser un ordinateur de travail pour chercher des services de soutien pendant leur pause repas, par exemple. L'avantage qu'un collègue de travail ou un employeur fasse le point auprès d'une personne qui pourrait être victime de violence est qu'un agresseur peut considérer un appel téléphonique ou un courriel d'un employeur moins suspect qu'un appel d'un ami ou d'un membre de la famille. L'agresseur n'interviendra peut-être pas ou la laissera tranquille pour avoir cette conversation en privé. De plus, l'employeur peut rappeler à la victime l'existence des services du programme d'aide aux employés, s'il y a lieu, même offrir de rechercher d'autres services pour elle aussi. Vous pouvez aussi trouver un moyen avant qu'elles ne commencent à travailler à partir de leur domicile. Par exemple, si des personnes dans votre milieu de travail vont recommencer à travailler à partir de leur domicile après une seconde vague de la pandémie, vous pouvez essayer d'identifier un mot-code avec vos employés pour obtenir de l'aide si nécessaire. Autre chose que vous pouvez faire, c'est de travailler sur un plan de sécurité avec ces personnes. Et nous avons un modèle de plan de sécurité qui est destiné au milieu de travail spécifiquement sur notre site web. Mais vous pouvez aussi discuter de mesures visant leur sécurité à la maison. Et il existe beaucoup de ressources aussi à cet égard que je vais vous donner à la fin. Un réseau privé virtuel pourrait aussi être un moyen plus sécuritaire de travailler à partir de la maison parce qu'il y a moins de chances qu'un agresseur pirate les courriels de travail de la victime. Par contre, envoyer des messages texto ou des messages textes n'est peut-être pas une bonne idée parce qu'elle partage peut-être un plan familial avec l'agresseur. Mais vous pouvez toujours essayer une visioconférence pour une autre possibilité, surtout les plateformes qui empêchent l'enregistrement de l'appel, comme celle d'aujourd'hui.
Et tout ça parce que les employés qui sont victimes de violences conjugales, mais qui se sentent en sécurité au travail, seront plus susceptibles de chercher de l'aide auprès d'un patron ou d'un collègue de confiance, ce qui est une étape importante pour mettre fin à la violence. C'est encore plus important qu'ils se sentent suffisamment en sécurité pour solliciter votre aide lorsqu'ils ne se sentent pas en sécurité à la maison. Vous voudrez être en mesure d'intervenir correctement. Et on possède les ressources et la formation qui peuvent vous aider à y parvenir. Vous trouverez aussi d'autres suggestions à l'adresse donnée ici, le site web donné ici en anglais seulement, malheureusement, mais c'est la campagne menée en Ontario, Make It Our Business. Je vais juste prendre de l'eau, si vous me permettez 2 minutes. Enfin, si l'agresseur perd son emploi à la cause de la pandémie, il s'agit, comme j'ai déjà dit, d'un facteur de risque qui peut mener à une escalade de la violence qui peut devenir fatale. Alors, si vous êtes employeur d'une personne qui a perdu son emploi et que vous soupçonnez qu'elle est violente envers son partenaire, ou vous la considérez comme une personne colérique, vous voudrez peut-être faire le point avec elle pour voir si elle se porte bien et lui offrir des ressources de soutien comme le programme d'aide aux employés, ou celle qui figure sur la page de la campagne « L'amour ne devrait pas blesser », que je vous donne ici. Donc, vous cherchez gnb.ca/violence pour la campagne « L'amour ne devrait pas blesser » et ce sont les ressources pour les partenaires violents. Alors, il en existe aussi pour les partenaires violents. Autre raison pour laquelle les employeurs devraient s'en soucier. Au moins 2 Néo-Brunswickoises, à ce qu'on sache, ont été victimes de violences conjugales et ont été tuées dans leur milieu de travail par leur conjoint violent depuis les années 1990. Ces 2 femmes, Elda Armstrong et Rachel Cleghorn, ont toutes 2 été tuées dans le stationnement de leur travail. Elda Armstrong avait subi des mauvais traitements de son mari pendant des années. En 1970, elle s'était enfuie avec ses enfants. Son mari l'a poursuivie jusqu'à Vancouver et, après s'être réconciliés, ils se sont installés en Californie. Elda a de nouveau dû s'enfuir à plusieurs reprises. Durant toutes ces années, son mari n'a jamais cessé de la poursuivre pour finalement la retrouver au Nouveau-Brunswick. Il l'a tirée par balle dans le stationnement de son lieu de travail en 1997. Elda avait élevé 2 enfants toute seule. Et Rachel Cleghorn, qui s'apprêtait à commencer son quart de nuit lorsque son ex-conjoint, qui attendait dans son camion, s'est approché et a tiré à bout portant à 2 reprises avec son fusil. Son ex-conjoint a été condamné à 10 ans d'emprisonnement pour meurtre au 2e degré. Rachel était mère de 10 enfants et avait en plus élevé un petit-fils. Et je crois qu'il y en a d'autres aussi, d'autres cas plus récents que ça, mais on ne les a pas encore recherchés et ils ne font pas encore partie de la campagne de témoins silencieuses que vous voyez ici. Mais tout ça pour dire que ça peut arriver. Dans les pires circonstances absolues, la violence peut avoir une incidence importante sur le milieu de travail. Ça ne veut pas dire quand même que toutes les situations de violence vont se terminer par un décès, mais les milieux de travail peuvent aussi s'engager d'autres façons. Et comme nous avons déjà vu, les collègues de travail sont souvent bien placés pour savoir que quelque chose ne va pas. Et si tout ça ne vous convainc toujours pas que c'est votre affaire, il y a aussi des répercussions au plan financier sur les employeurs. On estime que le coût total de la violence conjugale au Canada en 2009 était de 7,4 milliards de dollars ou 220 $ par personne par année. Donc, j'imagine que ce serait un montant encore plus haut en dollars de 2020. Et je porterai votre attention à la deuxième puce. Environ 12% ou 890 millions de dollars est lié au coût de tierces parties, telles que les pertes subies par les employeurs, par le manque de travail, les retards, etc. Au Nouveau-Brunswick, ça veut dire 165 millions de dollars en total,
et 20 millions de dollars en termes de coûts d'employeurs et d'autres tierces parties. Alors, essentiellement, notre comité offre des outils en ligne, des campagnes de sensibilisation sur nos médias sociaux, des vidéos et des modèles de plans de sécurité ainsi que la formation. Et dans notre formation, on parle de la manière d'apporter des ajustements de planifier la sécurité afin que l'agresseur n'ait pas accès à la victime au travail, qu'ils travaillent ensemble ou non. Par exemple, vous pouvez explorer si vous pouvez planifier des horaires différents s'ils travaillent ensemble, ou les faire travailler à des endroits différents, ou changer le lieu de travail de la victime afin que l'agresseur ne puisse plus la retrouver aussi facilement. Vous pouvez aider la victime à obtenir et à exécuter une ordonnance de protection. Être clair avec l'agresseur qu'il ne peut pas se servir de la propriété de l'entreprise ou utiliser du temps de travail pour commettre des actes de violence, de maltraitance, de surveillance. Imposer des mesures disciplinaires si nécessaire pour tenir l'agresseur responsable de ses comportements inacceptables en milieu de travail, mais assurer aussi la sécurité de la victime. On parle aussi dans notre formation et dans nos outils des choses comme les facteurs de risque et les signes, les signaux d'alarme, les conseils d'encadrement lorsque vous parlez avec les employés, les mythes, les obstacles associés aux victimes de violences, puisqu'on entend souvent dire « Pourquoi elle ne le quitte pas tout simplement? Ce ne serait pas plus simple pour tout le monde? » Mais en effet, il y a plein de bonnes raisons qui font que ce n'est pas si simple que ça. Alors, l'objectif, c'est de mieux informer les employeurs, sans en faire des spécialistes, pour qu'ils comprennent mieux. Ainsi, ils observeront une situation et penseront peut-être « Ah, OK, cette personne n'est peut-être pas paresseuse, peut-être qu'elle vit une période difficile à la maison. » Ou si elle reçoit beaucoup de messages textos de son chum, « OK, peut-être qu'elle ne dramatise pas la situation parce que moi, j'ai en fait appris que ça peut être un signal d'alarme. Alors peut-être que je devrais faire le point avec cette personne-là. » On a donné de la formation tout au long de l'année passée, 2019, et on cherche présentement des moyens de continuer à la donner en ligne dans ces temps de COVID, même si normalement on a tendance à faire une journée complète de formation. Alors on va peut-être regarder à séparer la formation en 2-3 modules pour l'offrir en ligne aussi. Et si la formation n'est pas toujours disponible au bon moment pour un employeur, la trousse d'outils est toujours à la disposition de tous et de toutes en ligne sur le site Web. Et les gens peuvent toujours communiquer avec nous par courriel, par l'entremise du site Web, pour obtenir plus de renseignements ou pour nous consulter à propos d'un problème spécifique. Alors, dans la formation, on a inclus des scénarios, des activités, des jeux de rôle pour démontrer aux employeurs comment ils peuvent mettre en œuvre les renseignements qu'ils reçoivent en fonction des milieux de travail spécifiques, afin qu'ils puissent envisager des moyens d'ajuster les mesures et les politiques qui seraient pertinentes à leur propre milieu de travail. Le volet « Prendre des mesures » de la formation comprend des vidéos présentant des exemples de ce que peuvent dire les employeurs, de la façon dont ils peuvent aborder une employée. Une vidéo de 2 minutes qui a été préparée par WorkSafe BC et que nous avons fait traduire en français pour qu'elle soit bilingue dans notre province, et nous l'avons co-marquée avec eux. Elle se trouve sur notre site Web et en fait, je vais vous la présenter à l'instant si j'arrive à partager mon son aussi. Alors, laissez-moi savoir peut-être, Angela, si vous l'entendez bien, si vous entendez bien. Je vais te laisser savoir. Oui, ça va? Alex, I'm worried about you. You're a great worker, but lately you seem distracted. Is it okay to talk about my personal problems at work? If you tell me what's wrong, maybe I can help. I didn't want to bring it up at work, but
My partner is hurting me at home. That's so hard to believe. Does my boss think I'm lying? How do you put up with this? Does he think it's my fault? You should leave your partner. If only it were that easy. Alex, I'm worried about you. You know, you're a great worker, but lately you seem distracted. If you tell me what's wrong, maybe I can help. I didn't want to bring it up at work, but my partner is hurting me at home. Oh, no. I'm sorry to hear that. Would you like to talk about it? Is there any point in talking about this at work? You know, we have policies that can help keep you safe at work. It would be such a relief to feel safe while I'm here. Look, here's a list of resources for people dealing with domestic violence. I'm here to listen anytime, okay? You're not alone. Maybe there is hope. Alors, vous avez entendu, j'espère? Angela? Merci. OK. Super. On ne sait jamais avec la technologie. Alors, bon, OK. Alors, tout ça pour dire, c'est une petite vidéo en toute simplicité qui donne une manière dont les employeurs peuvent aider les membres de leur personnel et tenir compte des événements traumatisants. Il y a une autre courte vidéo qui présente un exemple de la planification de la sécurité en milieu de travail, où un employeur prend l'initiative d'aider une victime à préparer un plan pour qu'il soit en sécurité dans le milieu de travail. Ce qui est particulièrement important puisque dans des situations de violence conjugale, le milieu de travail, comme j'ai dit, devient souvent le havre de paix, le refuge de la victime. Les deux vidéos sont courtes et pourtant on reconnaît qu'elles sont quand même un peu simplistes. Alors, on a aussi élaboré un outil plus approfondi pour l'accompagner. On a collaboré avec l'organisation en Ontario, que j'ai mentionné tantôt, qui, eux, ont conçu un plan de sécurité pour les employés au milieu de travail. Et on leur a demandé si on pouvait prendre leur modèle comme point de départ et l'adapter au milieu de travail du Nouveau-Brunswick. On l'a traduit en français et on l'a élaboré davantage avec la province du Nouveau-Brunswick, le gouvernement. Donc, il est co-marqué par le GNB, le Comité du Nouveau-Brunswick sur la violence conjugale ou entre partenaires intimes en milieu de travail, et la campagne ontarienne. Et sachez qu'on peut travailler avec des employeurs de différentes industries, par exemple l'industrie des services ou d'autres industries qui ne travaillent pas dans les bureaux, par exemple, et l'adapter à leurs besoins spécifiques. On estime que chaque milieu de travail est réellement le spécialiste de son secteur d'activité. Et il y a d'autres organismes qui pourraient aider aussi, j'imagine, comme Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick, qui est d'ailleurs membre de notre comité. Nous offrons d'autres ressources comme une liste d'une page de services de soutien pour les victimes de violences dans chaque région du Nouveau-Brunswick, disponible sur le site web du GNB, mais j'imagine que beaucoup de monde ignore son existence. Alors, on le fournit lors des formations. On propose que les employeurs pourraient l'afficher dans les toilettes, sur les babillards, dans les coins repas, etc. Et même si les employés ne sollicitent pas l'aide de leur patron ou de leurs collègues de travail, ils ont moins accès à des renseignements qui peuvent les aider. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est la fiche de renseignement, la liste des services de soutien pour les victimes de violences, et elle se trouve sur le site web que vous voyez, le premier à la gauche, donc de la Direction de l'égalité des femmes. Ces services sont pour toutes les personnes qui se trouvent assujetties à toutes sortes de violences ou de maltraitance, même psychologiques, et on refuse personne. Les services d'approche, par exemple, vous ne voyez pas sur la liste, mais c'est vers le bas de la liste, mais si vous voyez la liste en entier sur le site web, vous pourrez voir mieux tous les services. Les services d'approche et même l'aide au bout de la ligne des refuges, des maisons de transition ou des lignes de crise sont tous là pour aider n'importe qui à les guider dans des situations difficiles. Elles ne jugent pas ou elles ne demandent aucun renseignement confidentiel,
qu'elles ne veulent pas communiquer. Une personne n'a pas besoin non plus de déménager ou de se rendre dans un refuge pour appeler à ces numéros ou accéder à ces services. Les gens à l'autre bout de la ligne peuvent aider à élaborer des plans de sécurité, à naviguer une situation difficile, une relation malsaine, etc. Vous pouvez vous-même appeler pour demander ce que vous pouvez faire pour un ami ou pour un collègue de travail. Personne ne devrait être intimidé par ces services. Elles visent à fournir des renseignements et à aider si nécessaire. Enfin, vous verrez d'autres excellentes ressources à la gauche, d'autres ressources à consulter, dont le répertoire de ressources pour les victimes, élaboré par le Service public d'éducation et d'information juridique du Nouveau-Brunswick. C'est un long nom. Je vous ai présenté tantôt celui pour les agresseurs, et les deux se trouvent sur le site web de SPEIJ ou de L'amour ne devrait pas blesser. Et cette ressource-là, c'est un guide pour les victimes. C'est un petit peu plus détaillé que la liste d'une page que vous voyez à la droite, la liste de numéros. Mais les numéros ne sont pas tous nécessairement mis à jour, mais vous trouverez peut-être de plus amples renseignements sur les services de counseling, les banques alimentaires, le soutien financier, etc., qui pourraient aider une victime à être plus indépendante et à moins dépendre de son agresseur. Surtout en cas de chômage pendant la COVID-19, etc., ça pourrait être important. Et finalement, la campagne « L'amour ne devrait pas blesser », qui est une campagne de sensibilisation qui porte précisément sur la violence conjugale, y compris des mythes, des statistiques et d'autres renseignements. Voici le modèle, la première page du modèle, en tout cas, du plan de sécurité que vous pourrez voir, même télécharger, dans la section « Ressources » de notre site web. Il est disponible en français et en anglais. Et voici un aperçu de notre site web. Alors, si vous me permettez, non, je n'arrive pas à faire les deux choses en même temps. Alors là, c'est fait, mais si vous voyez les fiches de renseignement, alors il y aura un menu et un menu déroulant et vous pourrez télécharger en tant que PDF chaque fiche de renseignement ou le document en entier, la trousse des fiches en entier, ou les visualiser en ligne en format HTML. Nous avons aussi sous ressources une liste de ressources locales et régionales au Nouveau-Brunswick, ainsi que d'autres sites canadiens comme la campagne Make It Our Business en Ontario, les ressources de WorkSafe BC, les lignes directrices pour contrer la violence familiale en milieu de travail de l'île du Prince-Édouard, etc. On est vraiment, on veut être aussi inclusif que possible. Alors, si vous connaissez d'autres ressources qui pourraient être utiles pour le public, on est à l'écoute. N'hésitez pas du tout à communiquer avec moi. Et dans la section ressources, vous trouverez aussi le plan de sécurité et les liens menant aux vidéos que vous pouvez visualiser. Alors, c'est à peu près tout en ce qui concerne ma présentation. Je sais que je ne sais pas s'il y a des questions, mais voilà comment communiquer avec nous à l'avenir aussi. Vous pouvez communiquer par le biais du site web, Facebook, Twitter ou par courriel, ou encore LinkedIn. Alors, merci beaucoup. Et peut-être que je vais allumer ma vidéo maintenant pour voir si jamais il y a des questions. Silka, un gros merci pour la présentation d'aujourd'hui. C'est la première fois que moi, j'ai eu la chance d'assister et j'ai eu beaucoup d'apprentissage pendant la présentation. Comme hôte de la webinaire d'aujourd'hui, je voulais juste inviter les participants de demander des questions. Juste un dernier rappel que cette webinaire est enregistré aujourd'hui. Alors, si vous vouliez, vous pouvez demander la question à moi, Angela Léger, en privé, en utilisant le chat, ou je vous invite de mettre en question directement dans le chat pour que les autres participants peuvent le lire aussi. Puis moi, je vais apporter les questions à Silka pour nous offrir une réponse. Merci.
Je vois une question déjà. Est-ce que vous pouvez partager votre présentation avec le groupe? Oui, ça me fera plaisir. Je peux partager la présentation ainsi que les liens aux autres ressources, si vous voulez, la page de la liste de services, etc. Pas de problème. Je vais le partager avec Angela et j'imagine que les organisatrices pourraient partager avec tous les participants. OK, merci. Oh, je vois un autre. Je m'excuse parce que je vois une question là, mais mon écran n'est pas ouvert comme ça devrait être. Une minute, s'il vous plaît. Alors, une autre question. Pour les statistiques de violence, avez-vous remarqué une différence entre les différentes parties du Nouveau-Brunswick? Très bonne question. Malheureusement, on n'a pas assez de statistiques localisées de différentes régions du Nouveau-Brunswick. Alors, les statistiques qu'on reçoit la plupart de sont Statistiques Canada. Alors, on les a souvent pas par région d'une province petite comme la nôtre parce que parfois ça manque de confidentialité, peut-être parce qu'il y a trop peu de personnes qui en parlent ou qui sont sujets de recherche. Alors, on n'a pas vraiment ces statistiques-là, malheureusement. Ou en tout cas, moi, je n'ai pas accès à ces statistiques-là. Puis une autre question. Qu'est-ce qui arrive si on pense que quelqu'un est victime de violence, mais que cette personne-là ne se voit pas comme victime? C'est le cas. Oui, bonne question. C'est vrai que pas tout le monde se voit comme victime. Alors moi, j'ai vraiment présenté le cas des agresseurs et des victimes, mais ce sont tous des êtres humains. Alors c'est vraiment, ça arrive pas, c'est pas des monstres et des saints, non plus des saintes. Donc, une victime ne se voit pas nécessairement comme une victime parce que peut-être qu'elle ne reconnaît pas ce qu'elle vit comme de la violence. Ou peut-être que c'est normalisé dans sa vie parce qu'elle a déjà survécu de la violence en tant qu'enfant. Ou peut-être qu'elle se voit comme survivante et non comme victime. Ou comme j'ai dit, peut-être qu'elle ne voit pas la violence parce que pour elle, c'est normal ou c'est juste une relation malsaine ou c'est quelque chose qu'elle peut survivre. Alors, c'est vraiment pas pour forcer les personnes à se voir comme des victimes, mais plutôt à donner de l'information, à dire, je m'inquiète un petit peu pour toi, je vois que, je sais pas comme, ça dépend de la situation, mais je m'inquiète un petit peu pour toi et si jamais tu veux accéder à des services, du support, du soutien, voici une liste de services qui sont disponibles pour tout le monde. Même s'il y en a qui ne se voient pas comme des vraies victimes parce que ce n'est pas de la violence physique, par exemple. Alors, mais ces services sont là même pour les services, même pour la violence psychologique, verbale, affective. Alors, c'est vraiment ce qu'on essaie d'encourager, c'est d'être des témoins actifs, des active bystanders, comme on dit en anglais, pour juste informer, donner du support et c'est tout. On ne veut pas comme convaincre le monde qu'ils sont victimes ou agresseurs, c'est juste vraiment pour offrir du soutien. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas, je vais peut-être attendre une minute de plus, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je suis contente de partager avec vous ma présentation et je vous remercie tous et toutes à participer à ma présentation. Et n'hésitez pas à communiquer avec moi non plus dans l'avenir. Un gros merci, Silka.